Cher Esprit Libre, bonjour à tous. Après cette aventure au cœur de la dimension spirituelle de l'homme, nous allons pouvoir aborder la notion de liberté. Non celle courante qui s'apparente davantage à de la volonté, mais plutôt à une authentique que je nommerai liberté coopérative. En effet, la notion de liberté de nos jours s'avère souvent perçue et vécue comme un faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, voir avec qui je veux, comme d'harceler une jeune femme un peu lourdement. Vous voyez ce que je veux dire? En ce sens, la liberté se définit comme le pouvoir de se déterminer sans subir aucune contrainte. Mais ici, il s'agit d'une volonté sans autre volonté en contre. Autrement dit, j'outrepasse la volonté d'autrui. La philosophie traditionnelle l'enseigne au travers de deux facultés. On voit ça en terminale, l'indépendance et l'autonomie. Autrement dit, ne plus être dépendant de qui que ce soit, comme de devenir adulte. Et cette capacité à s'imposer à soi-même ses propres normes autonomes, ses propres lois permettant de vivre en société. En fait, il s'agit plutôt, là encore, d'une volonté que je qualifierais d'accomplie. Pour Sartre, la liberté s'arrête où commence celle d'autrui. On s'en souviendra. Dans ce cas, ma volonté, la vôtre, s'avère contrainte par la volonté, les volontés d'autrui. Or, cette approche consensuelle, qui invoque la liberté comme un droit naturel et un bien propre, me semble amputée du meilleur, peu pertinente et surtout peu utile à la démocratie et au vivre ensemble. Dans son esprit des lois, Montesquieu écrit « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ». Là, nous approchons d'une réelle liberté puisque ma volonté, la vôtre, s'accorde à celle de la volonté souveraine du peuple représentée par les lois. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Si la volonté peut s'analyser en revanche comme un droit naturel et un bien propre, nous allons voir que la liberté s'avère plutôt une sorte de construction sociale d'un champ relationnel de libération. Un champ relationnel de libération. La volonté n'est pas et ne fait pas de la liberté authentique. C'est le premier constat que je voudrais faire. Face à ces approches communes, il n'y a pas de libération. Il n'y a au final que des restrictions. Par exemple, ne vivons-nous pas dans un pays libre, dit libre? Pourtant, combien sommes-nous à considérer que la démocratie recule? Par exemple, France Info publie une étude de Via Voice du 26 mars 2019, c'est pas vieux, révélant que 48% des Français ont le sentiment que la démocratie et les principes démocratiques vont reculer en France. 17% pensent le contraire. En ce sens, la liberté est considérée comme une somme d'acquis issus du passé, mais laquelle pourrait bien se voir restreinte dans l'avenir. Bon. Voilà le constat de l'idée de la notion de liberté dans son sens commun. Pour aborder l'idée de liberté, il faut déjà avoir à l'esprit une synthèse des notions évoquées précédemment. Je vous les nomme, je vous les rappelle. La première, c'est la coopération, la loi naturelle de coopération, comme fondement de toute organisation du travail et social. Et ce n'est pas sans raison si, pour distinguer la liberté au sens commun, j'ai nommé la liberté coopérative, c'est évidemment parce qu'il s'agit d'une coopération dans ce champ relationnel, interactif entre les humains. Le deuxième point, c'est la relation humaine universelle que nous avons vue et qui décrit deux types de relations. La positive altruiste, don et accueil réciproque, et la négative égoïste. Je m'impose, il ou elle s'oppose. La troisième idée qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la présence en nous d'une nature double,
qui nous invite à prendre en compte deux versants. L'un doté d'une conscience cerveau, avec sa pensée rationnelle, l'autre d'une âme-cœur comprenant toutes les valeurs universelles, comme donc celle de liberté. D'où nous allons voir une confusion entre la valeur universelle liberté gravée dans nos cœurs et sa transcription dans le social en un droit naturel et un bien propre. Je vais revenir sur cette confusion, mais il faut avoir à l'esprit ce modèle théorique de la nature double de l'homme avec ces deux versants. Quatrièmement, de même, nous avons vu que l'altruisme découlait de notre biologie, donc était naturel, tandis que l'égoïsme faisait suite à une mauvaise utilisation de notre libre arbitre, donc social. Cinquièmement, la liberté des uns ne peut engendrer une suppression de liberté pour les autres. Sinon, cela revient à des volontés qui s'opposent. En un mot, et ce sera la troisième caractéristique de cette liberté coopérative, la liberté ne peut augmenter la misère du monde. Et je vais vous donner des exemples. Enfin, et surtout, la liberté évoque une libération, c'est-à-dire un changement d'état, passant de l'ancien à du nouveau. Par exemple, des exemples simples, nous dirons d'un prisonnier ou d'un esclave qu'il est libéré quand l'un et l'autre sortent de leur vie de prisonnier ou d'esclave. Ou encore, un peuple se libère quand il ne vit plus sous l'oppression d'un dictateur, sous la menace d'un pays occupant ou sous la dictature financière du néolibéralisme. Donc vous voyez, cet élément-là, il est extrêmement important, c'est que dans le mot liberté, dans la notion, dans le concept de liberté, s'il n'y a pas une libération, on n'est pas vraiment dans de la liberté. Donc en première approche, l'authentique liberté suppose la création d'une vie nouvelle, d'une évolution vitale, passant d'un état moins enviable à une meilleure vie. La liberté s'avère en fin de compte un champ de libération. À l'image d'un champ électromagnétique, par exemple, ne fonctionnant qu'avec deux pôles de nature opposée qui s'attirent mutuellement. En revanche, deux pôles de même polarité énergétique s'opposent, à l'instar de deux égoïsmes qui s'opposent au sein d'une même relation. Vous voyez l'idée? Tandis que deux pôles altruistes admettent deux altérités complémentaires, a priori opposées, mais qui a posteriori s'attirent, comme de l'affection humaine qui s'éprouve ensemble. Voilà la métaphore, si vous voulez, pour commencer à comprendre que la liberté est un champ de libération, comme un champ électromagnétique. Que nous soyons au niveau particulier, le couple, ou collectif, le peuple, la liberté est un champ interactif entre deux êtres humains ou une multitude. De ce point de vue, la liberté dite individuelle, au sens premier du terme, est un non-sens. Elle n'existe pas en tant qu'individualité. Je montrerai que ce que nous appelons les libertés individuelles sont également des champs interactifs entre tous les humains. Ce champ interactif pourrait aussi se comprendre à l'aide de la métaphore de la toile d'araignée, qui tisse des liens entre tous les humains. Il s'agit en effet d'un champ social. Donc vous voyez, l'idée déjà de liberté comme droit naturel et comme bien commun pose problème là. Donc il s'agit d'un champ social qui établit soit des liens symboliques de couleur rouge sang, comme la couleur de la violence et de l'égoïsme, soit de couleur verte, comme l'espérance et l'amour altruiste, ou encore l'écologie en tant qu'amour de la planète. Ce que je veux vous montrer, si vous voulez, c'est cette idée de champ, donc un champ électromagnétique, mais aussi avec des liens. Hein. C'est-à-dire que, alors,
Je les vois rouges pour la violence, vous voyez, symboliquement, et puis vertes pour l'espérance, l'amitié, l'amour. Hein. Donc, cette idée, voyez-vous, de champ interactif, de champ social interactif entre tous les humains. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas de liberté personnelle, pour ne pas dire individuelle. Nous verrons qu'en fait, la liberté, les libertés individuelles, c'est en fait, on devrait les nommer les libertés collectives. Individuelles nous ramène à l'individualisme, donc nous ramène à l'égoïsme. Ma liberté, touche pas à ma liberté. Vous voyez l'idée? Quoi qu'il en soit, la liberté, celle que je nomme la liberté coopérative, s'avère plutôt un champ d'expérimentation interactif entre les humains. En un mot, un champ relationnel. Moins qu'un droit personnel, il s'agit plutôt d'un devoir collectif, d'actionner chacun sa propre volonté, uniquement en fonction des altérités qui interagissent avec nous-mêmes au sein de notre toile familiale, sociale, politique et même géopolitique entre les différents pays. La liberté ne devrait plus se penser comme un bien propre pour lequel chacun défendrait contre autrui cette appropriation au final illégitime. Depuis le début de ce travail, j'attire votre attention sur les appropriations illégitimes, alors évidemment du point de vue matériel, mais là vous voyez, on est encore dans une appropriation illégitime avec cette notion de liberté personnelle que l'on défend. Oui, il faut défendre la liberté, mais collective, pas la liberté individuelle qui nous ramène à l'égoïsme. Vous l'aurez compris, la liberté collective nous amène à l'altruisme. De même, la privation de liberté n'est autre en réalité que le résultat d'une volonté adverse, oppressive, comme par exemple quand un gouvernement décide des mesures liberticides contre son peuple. On entre alors dans le cadre de la relation humaine négative, c'est pour ça que je vous l'ai posé en préalable, où l'un s'impose et l'autre s'oppose, comme dans tous les conflits sociaux. Pourquoi il y a des conflits sociaux? Parce qu'on est chacun campé sur ses propres volontés qui s'opposent. On ne cherche pas à concilier, on ne cherche pas à établir un champ d'expérimentation relationnel entre les humains. La liberté en soi n'est pas non plus un droit naturel au sens d'acquis. À ne pas confondre, je reviens à cette confusion, avec l'idée que chaque être humain naît avec la liberté en soi-même en tant que valeur universelle. Il la recherche sans cesse, mais elle n'est agissante qu'au sein d'un champ relationnel à construire. En synthèse, le je individualiste doit se conjuguer en un nous altruiste. De cette confusion est née la confusion entre volonté et liberté dans leurs applications et leurs incarnations. Comme toute valeur universelle, elle peut dormir au fond des cœurs. En ce sens, la liberté naturelle reste au niveau du versant spirituel sans pour autant s'incarner au niveau du versant matériel, familial, social, politique et géopolitique. Vous l'aurez compris, la confusion elle vient du fait qu'effectivement, nous avons en nous cette valeur universelle de liberté comme toutes les autres valeurs universelles d'égalité, la fraternité, l'hospitalité, la tolérance, la charité, l'amour, donc l'altruisme, la bienveillance. Toutes ces valeurs sont en nous. Elles sont biologiquement en nous, c'est du moins ma thèse de départ. Mais elles ne s'incarnent pas pour autant, parce que notre libre arbitre peut décider de ne pas les incarner. Et donc dire que la liberté au sens social est un droit naturel est un contresens. Vous voyez, c'est ça l'idée que j'essaye de vous montrer. Hein. Comme toute valeur universelle, elle peut dormir au fond des cœurs. Et en ce sens, la liberté naturelle
reste au niveau du versant spirituel sans pour autant s'incarner au niveau du versant matériel, familial, social, politique et géopolitique. Et c'est évidemment ce que nous voyons, et c'est ce qui fait un monde égoïsme. De manière plus poétique, la liberté serait une atmosphère où il fait bon vivre ensemble. En un mot, la liberté est un être ensemble, altruiste. L'égoïsme n'a pas sa place ici. Je ne peux pas être égoïste et en même temps ouvrir, poser des actes de libération. Vous voyez, ça ne va pas ensemble. Si je veux me libérer, je ne peux me libérer que dans le consentement des autres qui interagissent dans ma vie. De même, la révolution pour un monde d'après, ce que nous espérons tous et que nous avons très peu de chances de le voir, mais quand même, nous l'espérons, devra être comme toutes les révolutions, c'est-à-dire un retour à l'image non d'un cercle, mais d'une spirale. Un retour donc aux valeurs universelles. Je m'explique. Si chaque révolution dans sa forme est différente, sur le fond, il s'agit toujours d'un peuple qui, souffrant d'oppression, cherche la liberté, l'égalité, la fraternité et l'ensemble des valeurs universelles. Il s'agit donc d'une récurrence en spirale, puisque chaque période historique s'avère différente dans sa forme. Par exemple, le Front populaire de 1936 s'est plutôt réalisé dans la joie populaire, avec peu de violence, contrairement à celle de 1789, qui finira par la terreur en 1993. Cependant, toutes les révolutions recherchaient la mise en œuvre des valeurs universelles. C'est ça que je veux essayer de vous montrer, et avec comme tête de pont la liberté. Ces valeurs universelles, celles que nous portons que portent les hommes depuis leur naissance, au sein de leur dimension spirituelle. Et j'invite donc les historiens à vérifier cette clé universelle dans toute révolution. Systématiquement, qu'est-ce que recherchent les révoltés, les jacqueries? Qu'est-ce qu'ils recherchent? À faire un meilleur monde pour eux. Et ce meilleur monde, c'est incarner les valeurs universelles du cœur. Mais plus encore, la liberté, au sens le plus général du terme, est en fait un processus constant d'évolution vitale. Un processus constant d'évolution vitale. Et non un acquis définitif. Se libérer n'est jamais fini. Au fur et à mesure que le contexte social et technologique évolue, je vais donner des exemples, le champ de libération doit en parallèle évoluer. Exemple, pensons à l'Internet, qui a bouleversé nos vies quotidiennes, à la fois en bien et en moins bien, parfois même en mal. D'un côté, il permet par exemple le télétravail. C'est d'actualité en ce moment. Mais de l'autre, certaines grosses sociétés s'octroient le droit de surveiller leurs employés jusqu'à violer leur vie privée. Il y a des problèmes de ce niveau-là. C'est un exemple. C'est-à-dire que la confiance devient méfiance. Autre exemple, les réseaux sociaux ont ouvert de nouveaux champs relationnels, très positifs. Mais d'un autre côté, certains individus, cachés derrière leurs écrans, se permettent des injures et des menaces de tous ordres. C'est là encore la malveillance et l'égoïsme qui prennent le dessus. Mais demain ou après-demain, l'IA, l'intelligence artificielle, je vous en ai déjà parlé, avec ces beaux livres de M. Harari, l'IA va envahir nos vies quotidiennes. Ça, c'est une certitude. Sera-ce une libération pour une minorité et une prison pour la majorité? La question est posée. Et si nous n'y prenons pas garde, eh bien, si
nous ne développons pas un champ évolutif, un processus évolutif de libération, à chaque fois qu'il y a une évolution, eh bien, on va se retrouver en prison. Une prison plus ou moins virtuelle, matérielle, concrète, émotionnelle. C'est donc en ce sens qu'à chaque évolution devra, avec vigilance, s'engager en parallèle un processus de libération. Et c'est précisément parce que ce n'était pas fait qu'il y avait ces révolutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la soupape explose. Et là, eh bien, il y a un processus de libération, mais violent. Nous verrons également que ce même raisonnement de champ interactif et de processus de libération pourra s'appliquer aussi au principe d'égalité et de fraternité. Nous verrons qu'il s'agit vraiment toujours d'un processus. Il s'agira du même champ relationnel altruiste ou égoïste, si nous laissons faire. Bien. Alors, pour caractériser cette liberté coopérative, voici donc 3 critères. Commençons par observer le critère le plus important. Avant toute libération, il y a eu au préalable un consentement entre 2 ou plusieurs volontés. Je reprends l'exemple du prisonnier. Le prisonnier est libéré avec le consentement de la loi, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. Comme l'esclave l'a reçu de son maître. Sans consentement, pas de libération. Ou encore le peuple qui a rassemblé l'ensemble des volontés individuelles dans un même espoir. C'est par exemple le cas de la tentative des Gilets jaunes, ou comme des manifestants s'opposant à la contre-réforme des retraites. Mais si le gouvernement ne consent pas à satisfaire les revendications, ou à retirer son projet des retraites, il n'y aura pas consentement des volontés. La liberté recherchée ne sera pas. Vous voyez, c'est ça que je veux vous montrer. C'est ça, cette véritable liberté. C'est un consentement. J'ai d'autres exemples. Si l'authentique liberté coopérative, comme je l'appelle, s'avère donc le fruit d'un consentement, ce consentement doit aussi créer du nouveau. L'exemple emblématique réside dans le consentement de 2 amoureux qui décident de se marier ou du moins d'unir leur vie en une vie commune. Quand les époux se disent mutuellement lors de la cérémonie « oui, je le veux », ils s'ouvrent une vie nouvelle sans précédent. Et c'est ce qui crée d'ailleurs une grande joie pour les familles. Leur vie respective passée ne sera jamais plus la même demain. Il en sera de même pour 2 nouveaux associés professionnels, par exemple, ou tout autre exemple d'union de 2 ou plusieurs volontés, comme celui de travailler en coopération. Oui, je retrouve l'idée de coopération, parce que coopérer, c'est créer du nouveau. Je pourrais également citer l'exemple de la création de l'Union européenne sur fond de consentement, à l'origine sur 6 pays, puis 28, alors maintenant 27. L'exemple contraire d'ailleurs du Brexit montre à quel point la discorde supprime tout consentement. Car un consentement de volonté suppose une relation altruiste et non égoïste. C'est du reste pourquoi l'Europe actuelle est en danger, puisque ce sont les égoïsmes néolibéraux, non élus, qui la dirigent depuis un quart de siècle. Gardons l'exemple de l'Europe de Maastricht. A-t-elle concrétisé ses promesses? C'est-à-dire une vie nouvelle, une vie meilleure. Pensons aux espoirs de paix et d'évolution économique. Sommes-nous dans une Europe de paix et d'évolution économique? Pourtant, ces espoirs étaient là lors de la création de l'Europe. Il n'y aurait plus de chômage, il n'y aurait plus de misère. On en a eu des promesses. Et c'est selon moi la profonde raison de l'échec européen.
l'égoïsme des dirigeants néolibéraux qui ont promis et qui n'ont pas tenu. Bon, en réalité, maintenant nous savons, enfin, certains le savaient avant, hein, certains le savaient en 92, hein, mais moi j'en ai pris conscience qu'après, qu'en fait, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas tenir leurs promesses. Donc que cela soit l'exemple d'un couple, ou d'associés, d'une coopérative, ou encore d'une union de pays, il ressort le caractère universel de cette approche de la liberté. Il s'agit d'un consentement de volonté altruiste en vue de créer du nouveau. Il n'y a pas de liberté authentique, voyez-vous, sans altruisme et sans création de vie nouvelle. Voyez-vous, nous ne sommes plus dans la liberté restrictive, mais dans une liberté créatrice. C'est ce passage-là, si vous voulez. Bien sûr que je vais clarifier, résumer les trois critères. Ils enveloppent les libertés individuelles, hein, vous l'aurez déjà compris. Et ce que je voulais, c'était bien l'élargir, pour bien montrer, si vous voulez, qu'au lieu d'être toujours dans la privation de liberté, dans la restriction de volonté, c'est la véritable liberté, l'authentique liberté, c'est une liberté créatrice qui crée du nouveau, comme deux amoureux qui se disent « oui, je le veux », ou comme 6 pays qui se disent « oui, nous allons travailler ensemble, nous allons faire un champ relationnel interactif entre nos pays ». Après, évidemment, il faut le tenir. Il en découle donc un troisième critère. Le consentement de volonté, donc la liberté, ne peut consentir à un projet qui augmente la misère du monde. Vous voyez, on retrouve les postulats que j'avais posés au départ. Parce que, voyez-vous, si l'esclave et le maître, par exemple, s'entendent pour brûler le champ de coton du voisin, pour mieux vendre le leur, ce n'est plus de la liberté. Si deux amants trompent leurs conjoints respectifs sans leur consentement, ce qui est la plupart du temps le cas, ces deux amants ouvriront alors cette fois-ci un champ émotionnel de souffrance. Et de même, si deux pays s'entendent pour déclarer la guerre à un troisième, ce n'est pas de la liberté géopolitique. Une association de malfaiteurs n'est pas non plus de la liberté. Et enfin, si un consortium décide de polluer la terre pour mieux s'enrichir, ce n'est pas davantage de la liberté. Voyez-vous, ce troisième critère est extrêmement important. Alors je résume ces trois critères qui fondent la liberté, j'ai appelé coopérative. 1. Le consentement de deux volontés ou plusieurs. 2. Le fait que ce consentement engendre un nouveau champ de libération. Et 3. Le fait que ce nouveau ne soit jamais néfaste à la vie en général, donc ni à celle des hommes, ni à celle de la planète, et de tous les vivants qu'elle nourrit. Et donc en première conclusion, la liberté est alors un trésor commun sacré d'une extrême rareté. Regardez bien, tous les actes que nous posons les uns et les autres, on est rarement dans cette liberté coopérative. On l'est, oui, à titre individuel, familial, dans les petites communautés, vous voyez, il y a de l'entraide, il y a tout ça, mais en termes de pensée commune, de pensée scientifique, je vous rappelle que pour les neurosciences, tout ce que je raconte est totalement faux et débile. La liberté n'existe pas. Elle n'est pas non plus un droit naturel. Seul le libre arbitre, capacité volontaire de faire des choix, est un droit naturel ontologique. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer, faire ce que je veux, la volonté, de la liberté, qui est l'ouverture vers une nouvelle vie. Et qu'est-ce que nous espérons, nous les peuples, dans ce monde d'après? C'est pas de reprendre le monde d'avant et de faire pire, non, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est d'autre que de vouloir établir politiquement, socialement, les valeurs universelles, et notamment celles de liberté. C'est ça l'espoir du monde d'après, voyez.
Eh bien, cette approche de la liberté s'oppose d'une certaine manière à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans son article 1, il est écrit « Les hommes naissent et demeurent libres, et égaux en droit. » Alors, égaux en droit, nous le verrons la prochaine fois. Mais les hommes naissent, donc là, on est bien sur un droit naturel. Et là, voyez-vous, on retrouve la confusion. D'un certain côté, je pourrais la lire positivement. Oui, les hommes naissent avec la valeur liberté en eux, gravée dans les cœurs spirituels. Mais c'est pas acquis. Et demeure libre, c'est loin d'être acquis non plus. Et là, c'est le versant social, demeure libre. Vous voyez, on est libre et on demeure libre. Alors on peut le lire positivement, mais on peut aussi le lire comme étant une promesse non accomplie. Hein? C'est une promesse, c'est pas un fait, c'est pas une réalité. Sauf à faire des nuances. Dans la deuxième déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en préambule de la Constitution du 24 juin 1793, l'article 6 stipule « La liberté est le pouvoir ». Vous retrouvez la notion de volonté et le pouvoir, qui appartient à l'homme, mais pas à les hommes, hein, c'est à l'homme, de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Donc, ouais, c'est un pouvoir qui appartient à chacun. Et là, vous voyez comment, sémantiquement, on dévie de la belle liberté, de la vraie liberté. Elle a pour principe la nature. Vous voyez, pour règle la justice. Ah oui, mais comment fait-on un monde juste si effectivement on ne pose pas toutes les valeurs universelles, donc d'altruisme, dans le monde? On sait très bien que le monde n'est juste que ce que nous en faisons. C'est nous qui faisons un monde injuste ou juste. Le monde n'est pas décrété juste ou décrété injuste. Non. Il est du pouvoir des hommes de vivre ensemble dans la justice ou pas. Pour sauvegarde de la loi, eh oui, tout à fait, c'est bien, on retrouve bien l'association des volontés, de la volonté populaire que doit exprimer les lois, quand elles ne sont pas iniques, bien sûr. Sa limite morale est dans cette maxime. Ne fais pas, alors c'est la règle d'or, hein, ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Vous voyez, cette formulation étant négative, ne fais pas à un autre. Vous voyez, je ne suis pas dans une liberté créatrice, c'est ça que je voulais vous montrer. On est dans cette... C'est bien, hein, c'est une bonne chose, hein, c'est tellement mieux que d'être sujet du roi, hein, on est bien d'accord. Bon. Mais c'est pas suffisant. Vous voyez, il faut aller plus loin. Il faut regarder la liberté vraiment comme une réelle création. Donc la liberté n'est pas un pouvoir personnel, vous voyez, un bien propre, un pouvoir personnel, mais le consentement d'un pouvoir collectif. Vous voyez, ces textes constitutionnels posent problème. Voilà, ils me posent problème. Parce que ça conduit à faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Ça conduit à ça. Hein. La liberté n'est pas un pouvoir personnel, mais le consentement d'un pouvoir collectif. Ne pas nuire à autrui n'est pas non plus de la liberté, mais une restriction des volontés. C'est ça que je veux souligner, si vous voulez. Ne pas nuire à autrui, ou alors ma liberté s'arrête où celle commence des autres, celle de Sartre. C'est restrictif, vous voyez. En fait, c'est des volontés qui se réduisent pour arriver à une sorte de consentement hypocrite, en fait. Ils ne travaillent pas ensemble, ces deux volontés. Elles s'opposent. Et puis elles s'arrêtent là où le plus fort est le plus fort. Et le plus faible va s'arrêter parce qu'il est le plus faible. Hein? On retrouve l'homme est un loup pour l'homme. Voyez? Donc cette règle d'or, ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait, n'engendre pas, ne crée pas
une vie nouvelle, une société juste ou un monde d'après. En synthèse, outre qu'il est plutôt question de volonté, je reproche à ces définitions qu'elles disent ce que n'est pas la liberté. C'est une définition en creux, en négatif. C'est un bon début, certes, mais ce n'est pas la liberté qui est gravée dans nos cœurs. La liberté dans nos cœurs est une liberté créatrice de vie. Je vous rappelle que nous sommes des artistes de vie. C'est en créant notre vie, ici et maintenant, en posant des actes libres que l'on peut créer nos vies. Eh bien, on ne peut pas les poser tout seul. Il faut les poser ensemble. Alors, je reviens donc aux libertés dites individuelles, sociales. Les libertés individuelles juridiques, donc, répondent aussi à cette définition, puisque chaque citoyen accorde sa volonté avec le consentement de la volonté souveraine des peuples, inscrite dans nos constitutions et les lois. Donc vous voyez, les libertés individuelles, ce n'est pas un bien propre, c'est bien un champ interactif relationnel. Altruiste. S'il est égoïste, ce qui se passe d'ailleurs, souvent, trop souvent, mais on arrive à des confrontations de volonté. Donc, en ce sens, ces libertés sont plutôt des libertés collectives. Il vaudrait mieux les appeler libertés collectives, pour sortir de l'individualisme, sortir du « je » qui doit devenir « nous », sortir de l'égoïsme qui doit devenir altruisme. Inversement, dès lors qu'un citoyen utilise ses libertés, dites individuelles, avec malveillance envers autrui, il sort du champ relationnel de liberté consenti par la loi. En réalité, les libertés individuelles n'ouvrent un champ de liberté nouveau que dans les actes de bienveillance altruiste. Voilà comment on peut utiliser nos libertés individuelles. Il faut les conjuguer avec autrui. Bien sûr, je suis chez moi et je décide de prendre tel livre et je le lis. On va dire, je suis libre chez moi de lire ce livre. Non. Oui, on va le dire, mais c'est mal dit. En fait, c'est juste de la volonté. Vous voyez la différence. En revanche, lorsqu'effectivement, dans ma famille, je vais faire une réunion pour décider de l'avenir de ceci ou de cela, et que je vais effectivement tisser des liens affectueux en même temps raisonnables, je vais marier les deux dimensions en nous pour aboutir à un projet positif, là je suis dans la liberté. Mais il y a également une autre liberté individuelle qui est spirituelle. Évidemment, elle est bien moins connue, vous imaginez bien. Il s'agit aussi d'un consentement, mais il est en nous. Entre notre conscience-cerveau terrestre et l'âme-cœur spirituel. C'est pour ça que je voulais rappeler aussi dans les premiers postulats. Les deux versants de la nature double de l'homme. C'est une intime union qui crée l'état de paix intérieure et ouvre une nouvelle vie vers l'altruisme. Dit autrement, la liberté spirituelle, consiste à incarner les valeurs universelles de l'amour dans nos vies quotidiennes. Parce que tout ce que demande l'âme-cœur, qui protège notre cœur biologique, tout ce qu'elle demande, c'est de participer à expérimenter l'amour sur Terre. Donc dès l'instant que l'on va incarner un petit peu, chaque jour, un petit peu, selon un acte, nous ne sommes que des êtres humains, donc avec nos faiblesses. Mais dès l'instant qu'un peu nous bâtissons des actes, une vie qui va tenir compte de l'autre, donc dans une vie qui va respecter le mieux possible les valeurs universelles, alors nous sommes en paix intérieurement. Vous avez tous ressenti que lorsque vous avez posé une bonne action, c'est-à-dire une action gratuite, une action généreuse, bienveillante, gentille, vous sentez en vous une sorte de soulagement, d'élévation.
vous vous sentez de plomb, vous devenez plume. Vous voyez, tous nous avons senti ça, voyez, parce que c'est notre biologie qui réagit à cette bonne action. Hein, c'est ça cette idée. Et bien là, nous sommes en paix intérieure. Et en revanche, quand l'ego prend le dessus, hein, et qu'il s'en va vers la malveillance, eh bien, il y a division intérieure, et d'où le mot diable qui vient du grec diabolos, division, voyez, et c'est cette division qui évidemment pose un tas de problèmes. Dit autrement, la liberté spirituelle consiste à incarner les valeurs universelles de l'amour dans nos vies quotidiennes. Voilà, tout simplement. De ce point de vue, la liberté coopérative est-elle un objet spirituel? Nous avons étudié la définition d'un objet spirituel, oui bien sûr. Face au principe cause à suite, ou cause d'elle-même, consentir, s'accorder est un acte volontaire, indépendant de toute cause extérieure. Il est cause de lui-même, au même titre que tous les actes volontaires qui tranchent après délibération. Je délibère si je vais poser une bonne action ou pas. C'est la raison pour laquelle tout mariage, qu'il soit religieux ou civil, qui aurait été célébré sous une quelconque contrainte extérieure, est réputé nul. C'est la loi. Hein? On ne peut pas emmener quelqu'un de force se marier, il faut son consentement. Donc vous voyez l'importance, donc ça veut quand même bien dire là que la volonté existe, hein, puisqu'il faut le consentement de deux volontés pour qu'il y ait un réel mariage, que ce soit sur le plan religieux, sacré, ou sur le plan civil. Il faut le consentement, vous voyez. Et là, il y a liberté. Contient-elle en elle-même sa propre contradiction? Pour répondre à cette question, il faut se souvenir d'une chose. Avant que les deux volontés ne s'accordent, avant que les deux amoureux se disent oui, avant que deux pays se disent faisons la paix, elles s'opposaient explicitement ou implicitement. C'est du reste de cette contradiction que naîtra une rencontre, un nouvel accord et donc un nouveau champ de liberté. Du coup, l'authentique liberté coopérative contient un déterminisme. Et là, la contradiction. Au niveau social, je ne peux pas poser un acte libre, quel qu'il soit, sans le consentement d'autrui, que ce dernier soit une personne ou la loi souveraine de nos constitutions. Réciproquement, autrui ou le peuple ne peuvent vivre la liberté sans le consentement de chacun. En ce sens, ces deux déterminismes, face à face, se métamorphosent en liberté grâce au consentement mutuel. Voyez, se libérer, il y a donc une contradiction puisque l'authentique liberté découle d'un déterminisme. Pour créer du nouveau, pour se libérer, nous avons l'obligation de s'accorder avec autrui. Il faut rentrer dans ce champ expérimental, relationnel. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord, hein, mais il y a un déterminisme. Je ne peux pas me libérer par moi-même. Je ne peux pas vivre de la liberté authentique, créatrice, tout seul. Je ne peux pas. Je peux décider, par exemple, de faire une petite entreprise. Oui, ma petite entreprise, il va bien falloir que j'ai des fournisseurs, il va bien falloir que j'ai des clients, il va falloir bien que j'ai éventuellement quelques employés, pas beaucoup, mais il va bien falloir, voyez-vous, on ne peut pas seul se libérer. C'est donc cette idée, si vous voulez, qu'il y a un déterminisme dans la liberté. Ce qui est normal, hein, on est toujours dans un oxymore, si vous voulez, on est toujours dans ces deux versants de cette nature double, de cette nature unie, mais avec toujours ces deux versants qui viennent comme ça cohabiter ou pas. Au niveau spirituel, il en est de même face à mon âme-cœur. C'est l'union de mes deux versants naturels qui me libère de toute contradiction interne, comme lorsque je fais face à un dilemme moral. Je l'aime, mais ça me fait peur. Si j'écoute mon cœur, j'y vais. Si j'écoute ma raison, j'ai peur.
Je vais donc me libérer en accordant l'un et l'autre dans une décision en mon âme et conscience. D'où la célèbre maxime de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il va bien falloir effectivement allier les deux versants pour que je puisse sortir de mon dilemme. Mais pour décider, je dois cesser en moi de les opposer. Oui, vous retrouvez le même schéma à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur. Sinon, je vais rester coincé entre la posture A et la posture non A. Enfin, selon le principe de réalité spirituelle, la liberté en soi ne se montre pas du doigt, ne se démontre pas avec la logique rationnelle. Elle se vit et s'incarne, ou pas, dans nos actes quotidiens. Alors, j'espère que mon gentil informaticien, il va vous mettre une image. C'est au cœur de la Bastille, tout en haut du monument de la Bastille, il y a un magnifique symbole qui représente remarquablement la liberté. En fait, il s'agit d'un homme ange. Alors, je peux dire un homme ange parce que d'un côté, il a une bistouquette et de l'autre côté, et en haut, il a des ailes. Donc, c'est bien un homme ange. Donc, qui réunit le ciel et la terre en nous. Il porte le flambeau de l'espoir. D'un côté, d'une main, il porte le flambeau de l'espoir. Puis il a un bel élan d'espérance. Et de l'autre, dans l'autre main, les chaînes brisées du despotisme. C'est une très belle image qui représente la liberté. Mais c'est une représentation. Vous ne pouvez pas montrer la liberté. La liberté en soi, comme toutes les valeurs universelles, on ne peut pas les montrer du doigt. En conclusion, la liberté est un concept immatériel, invisible et abstrait, comme toujours, mais pas absent de nos vies quotidiennes, comme tout objet spirituel. Cette liberté-là fait donc partie intégrante des valeurs universelles. Prenons l'exemple actuel du confinement, expérience inédite. Tout le monde s'accorde à observer que l'humanité, enfin, une très grande partie de l'humanité, plus de la moitié, a accepté, volontairement, de limiter ses libertés dites individuelles, d'aller, de venir, de sortir, de faire du sport, des loisirs, de se rencontrer dans les cafés et les restaurants. Je réponds, selon cette définition que je viens de vous proposer, nous n'avons pas réduit nos libertés, mais nos volontés individuelles. Et en les réduisant, nous avons ouvert un tout nouveau champ de liberté en vue de combattre un virus, c'est-à-dire de défendre la vie commune sur Terre. Nous nous sommes libérés, nous sommes en train de nous libérer d'un virus. Et pour ce faire, nous avons accepté de limiter, de réduire nos volontés, de restreindre nos volontés. Voyez-vous ? Alors après, il arrive le moment où les gouvernants continuent à vouloir nous restreindre, et puis en réalité, il y a peut-être... Enfin, c'est disproportionné entre les restrictions liberticides et puis le risque, le danger réel du Covid-19. C'est une autre histoire. Ce que je voulais vous montrer, c'est que pendant cette période de confinement, nous avons accepté de réduire nos volontés pour ouvrir un champ de liberté, combattre un virus et espérer un monde d'après. En somme, le confinement montre un paradoxe. D'un côté, la restriction consentie de nos volontés individuelles, de l'autre, l'espoir d'un nouveau champ relationnel de libération, le monde d'après. La question est donc, allons-nous nous libérer de la dictature néolibérale, le monde d'après? Là encore, si nous avons réduit nos volontés par contrainte du virus, allons-nous demain accorder nos volontés pour nous libérer? On a réussi à le faire quand même. Dans la restriction, nous avons réussi à le faire. C'est ça que je vais vous montrer. Allons-nous réussir à accorder nos volontés pour nous libérer? Ici, nous voyons tout le bénéfice de mon approche de la liberté coopérative, au lieu des libertés dites individuelles en contre. La liberté en contre, celle que la loi fixe, est pauvre, amputée, et nous conduit au mieux à l'indifférence, au pire à l'égoïsme et à la malveillance qui ne dit pas son nom.
Elle nous mène vers une sourde guerre civilisée de tous contre tous qu'utilise le néolibéralisme à son profit. Les volontés s'entrechoquent, dans ce cas les volontés s'entrechoquent entre elles et parfois contre les lois iniques. C'est pourquoi nos démocraties sont malades, parce qu'on n'est pas dans la liberté créatrice, voyez-vous. Tandis que, j'ai pas vécu évidemment le Front populaire de 36, mais imaginez les liesses de joie, si vous voulez, d'avoir eu gain de cause. Tandis que la liberté coopérative, alors voilà, ça c'est le Front populaire de 36, voilà, elle est là, la liberté coopérative. Celle qui va au-delà de la frontière légale, est enrichissante, plénitude, altruiste et bienveillante au lieu d'une fade indifférence. Elle nous mène vers la paix des braves, vers une société plus juste et équitable, ce qui nous conduira vers une démocratie participative où régnera la fraternité. Autrement dit, face à la notion de démocratie, seule la liberté coopérative des volontés, altruiste et bienveillante, lui donnera vie. Si le principe de liberté d'une démocratie réside uniquement à s'accorder à respecter la loi, ce sont au final les fameux intérêts personnels du libéralisme qui s'accordent dans le secret d'un chacun pour soi. Voilà le choix, c'est toujours le même choix. C'est une spirale récurrente, mais toujours ouverte, chaque fois différent dans la forme, mais sur le fond, c'est toujours le même combat. Alors que consentir à ouvrir ensemble un champ nouveau de liberté demandera des efforts altruistes de tous, mais au profit de chacun. Voyez-vous, cette liberté coopérative est belle en soi, car elle conduit à une société harmonieuse et généreuse, voire esthétique et éthique. Nous verrons que seule cette liberté permettra la véritable égalité qu'appelle de ses voeux la démocratie. De même encore, sans cette généreuse liberté, point de vraie fraternité. Le vocable démocratie ne signifie-t-il pas pouvoir du peuple? Ce pouvoir sera, le jour où nous gravons dans le marbre de nos républiques, comme il est déjà gravé dans nos cœurs, l'amour altruiste et le cortège de ses valeurs universelles. Alors naîtra, enfin, une authentique démocratie, la démocratie participative sur fond d'un capitalisme coopératif. Je vous remercie. J'espère que les choses se clarifient au mieux. Et je vous propose de nous retrouver dans le dossier suivant qui s'appelle le principe de l'égalité. Nous allons pouvoir voir maintenant l'égalité, puis la fraternité, et enfin la dignité. Et puis je ferai une synthèse générale et le travail sera terminé. Je vous remercie pour votre patience.